Quelques lettres de sang, un prénom Omar et une faute d'orthographe. Un R gravé dans les mémoires. L'histoire de cette célèbre inscription commence par un beau dimanche de juin. La Côte d'Azur se réveille doucement. Sur les hauteurs de Cannes, Ghislaine Marchal fait la grasse matinée. Dans son lit, elle s'adonne à son passe-temps favori. Elle est invitée à 13h à déjeuner chez une amie. Elle se prépare. Il est 12:15. C'est une femme très ponctuelle. En fin d'après-midi, elle n'est toujours pas arrivée. Ses amis s'inquiètent et viennent sonner chez elle. Personne ne répond. Pas de traces d'effraction. La villa paraît déserte. La voiture de leur amie est là. Le lendemain, ses proches décident d'entrer. À l'intérieur, tout semble normal, à l'exception d'un détail. Le sac à main de Ghislaine Marchal ouvert et vide. C'est là qu'elle range toujours son argent. Les billets ont disparu. Les gendarmes sont appelés et décident de fouiller une petite cave attenant à la maison. Elle est fermée à clé. Les officiers la déverrouillent, mais ne parviennent toujours pas à ouvrir. Quelque chose bloque. Un lit pliant contre la porte, coincé par un tube métallique. La cave est plongée dans le noir. Les enquêteurs éclairent la pièce et aperçoivent une forme sombre comme un corps au fond du local. À gauche, dans le couloir, une première porte, avec cette inscription d'une écriture lisible et bien alignée. Au fond de la cave, le cadavre en peignoir de bain. Près du corps, sur une deuxième porte, une autre inscription très brouillonne, où l'on distingue à peine Omar, T. La victime avait l'habitude d'aller régler le robot de sa piscine. Pour les gendarmes, c'est là qu'elle a été agressée. Frappée au crâne avec un chevron de bois. Des plaies partout, provoquées par une lame effilée. D'après l'autopsie, l'agonie a duré entre 15 et 30 minutes. J'ai refusé de voir le corps parce que le procureur m'a dit que c'était affreux et il en avait des larmes dans les yeux. Donc je voulais pas avoir le souvenir de ma tante mutilée. Je voulais pas avoir ce souvenir-là. Elle avait été victime d'une agression, d'un meurtre, mais je voulais garder l'image de la femme que je connaissais. Sabine du Grand-Rue était très proche de sa tante. Comme le reste de sa famille, elle s'est rarement exprimée sur le meurtre avant cette interview. Jamais je n'ai pensé que ce n'était pas elle qui avait écrit. Ça correspond à son caractère, ça correspond à sa détermination. Le fait qu'il y ait 2 inscriptions, pour moi, conforte le fait que c'est elle qui a écrit, qu'elle a identifié son agresseur puisqu'elle a des blessures de défense sur les mains et que donc elle a été attaquée de face. Et je vois mal comment une machination, un assassin qui ferait écrire sa victime la ferait écrire 2 fois. Ça n'a pas de cohérence. On a le sentiment que dans cette affaire, c'est Omar Haddad la victime, alors que la victime, c'est Ghislaine Marchal qui est morte seule dans sa cave, poignardée. À l'époque, la famille et les gendarmes s'interrogent. Qui est cet Omar dont le prénom s'affiche en lettres de sang ? Très vite, ils sont dirigés vers son jardinier. D'après l'autopsie, Madame Marchal est décédée entre midi et 2. Où était-il à cette heure-là ? Le jardinier nie être l'auteur du crime et raconte. Ce dimanche-là, exceptionnellement, il a travaillé chez Madame Pascal, une voisine de la victime. Il souhaitait prendre son lundi pour se rendre à une fête familiale. Perçut sa mobilette. Une voisine raconte qu'elle est restée entre midi et 2 sur sa terrasse et qu'elle ne l'a pas vu passer. Le gérant du supermarché était bien là, mais il n'a pas vu Omar Haddad. Par contre, les relevés téléphoniques confirment le coup de fil. Il a eu lieu à 1h moins 10. Pour les gendarmes, le jardinier qui a quitté le travail à midi a eu le temps de tuer Madame Marchal.
Omar Haddad est inculpé et incarcéré. Mais ici, personne n'y croit. Ghislaine Marchal est connue. On l'appelle la dame à la Rolls. Elle vivait seule dans sa grande villa depuis sa séparation avec le riche équipementier Marchal. Une femme distinguée qui ne commettrait pas une faute d'orthographe pareille. Dans ce quartier très bourgeois, on connaît bien son jardinier. Et là aussi, cela ne colle pas. Je vois pas du tout pourquoi il y aurait été. Et pour l'égorger, ça paraît une histoire invraisemblable. Dans une de ses propriétés, vit Nizar Cherif. C'est dans son jardin qu'Omar Haddad, d'origine marocaine, a appris son métier lorsqu'il est arrivé en France, à l'âge de 23 ans. Soigneusement, il a planté ses arbustes et donné vie aux plantations pendant 6 ans. J'ai cette conviction absolue qu'à partir du moment qu'on a retrouvé cette inscription, le coupable était désigné. Il n'y avait pas question de chercher ailleurs. Moi, personnellement, je n'ai jamais douté de son innocence. Jamais. Jamais, jamais. Et encore aujourd'hui, je ne douterai pas de son innocence. Comme personnage, c'était quelqu'un de merveilleux, très doux, jamais rouspété, très timide. Très timide. Et c'est ça qui a fait sa perte. Peut-être. Ghislaine Marchal aussi était très attachée à son jardinier. Tous décrivent un être lumineux, mais les enquêteurs vont découvrir une part d'ombre. Ces derniers temps, Omar Haddad demandait de plus en plus souvent des avances sur salaire. Il avait 2 loyers en retard et dépensait toutes ses économies. Où est passé l'argent ? Le jardinier s'est-il laissé éblouir par les mirages de la Côte d'Azur ? Il avouera fréquenter des prostituées avant de se rétracter. Plusieurs soirs par semaine, il vient ici dépenser sa paye. Il est accro aux machines à sous à 5 francs. On sait que chez la victime, des billets ont disparu. L'argent, le mobile du crime pour les gendarmes. Pour l'accusation, tout ramène à Omar Haddad. Personne ne pouvait penser qu'un dimanche matin à midi, Omar Haddad était dans ce quartier. Il n'y est venu que parce que la veille au soir, il a dit à son employeur, l'autre employeur, Madame Pascal, que ne pouvant pas être là le lundi, il le remplacerait par la journée du dimanche. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui explique beaucoup, c'est qu'à l'évidence, il n'a pas été condamné pour assassinat. Omar Haddad n'est pas venu pour tuer Madame Marchal. Il n'est même pas venu pour la voler. Il est venu une fois de plus pour lui faire un emprunt sur salaire, comme il en avait déjà fait beaucoup, et que je pense que cette femme, qui est tranquillement dans le sous-sol de sa chaufferie, un dimanche matin à midi, qui voit surgir la seule personne qui a une clé de son portail, à un moment où, à 65 ans, elle est nue sous son peignoir, avec des bigoudis en plastique dans les cheveux, elle a pris très très mal cette irruption. Et elle a donc dû l'insulter, sans aucun doute, très gravement. Il a eu un geste violent, il lui a donné un coup de bâton. Et après ce coup de bâton, il est parti, et c'est là qu'ensuite il est revenu pour la supprimer en tant que témoin. Et le témoin est devenu la victime. Maintenant, c'est devenu un thème comme une chanson populaire au XIXe siècle, comme une complainte, la complainte du pauvre jardinier innocent. Mais quand on connaît le dossier, on sait que tout ce qui a nourri cette complainte est faux. Omar m'a tué. 10 lettres qu'il s'agit maintenant de faire parler. 2 experts en écriture sont commissionnés. Ils doivent déterminer qui a écrit et ils comparent le message avec les grilles de mots croisés de Madame Marchal. Pour eux, pas de doute, c'est bien elle. En fait, le filet de sang remonte pour tracer la barre du A. Tous les A, une grande partie des A de Madame Marchal sont faits exactement de la même manière. Donc, elle a gardé ses personnalisations. Elle a 2 types de R et on les retrouve là et là. C'est-à-dire, elle a fait un R qu'on appelle en un seul jet, tracé en une seule fois. C'est-à-dire qu'elle prend l'attaque à gauche, elle remonte, elle fait ça et ça.
tous ces mots croisés, on retrouve ce R avec un dos courbe et tracé exactement comme ça. Je veux dire que ces concordances-là même sur aussi peu de lettres, je veux dire, ça ne peut pas être fortuit, surtout dans ces circonstances-là. Ce qu'on nous a aussi beaucoup opposé, c'est la possibilité d'une main guidée ou d'une main forcée. C'est quand on tient la main du scripteur et qu'on l'oblige à écrire. Bon, là, on voit bien que le tracé est quand même relativement net et qu'il n'y a pas d'opposition de force. C'est-à-dire, on lui aurait tenu la main, on aurait eu un trait, même avec l'épaisseur d'un doigt, et on aurait eu un trait tremblé, on aurait eu des ratés, elle se serait opposée. Je veux dire que là, le mouvement reste quand même fluide, net et je dirais clairement identifiable. En fait, il y a la forme des lettres, évidemment, mais il y a la faute d'orthographe qui est parfaitement identifiante, puisque c'est une faute qu'elle commet très régulièrement. Elle fait la faute fréquemment, et quand elle donne des ordres, elle les donne aussi à l'infinitif et non pas à l'impératif. Dans les écrits de la victime, les experts ont retrouvé cette note, une facture. La faute y est. La facture a déjà été payée, mais elle met un infinitif. L'important dans ce dossier, c'est qu'il y a 2 messages. Il n'y aurait eu qu'un seul message, on ne pouvait pas conclure, fermement en tout cas. Ici, il y avait un lien de corrélation entre le premier message où on sait qu'elle écrit à genoux, puisqu'on a la trace sanglante du front. On sait que c'est le front parce qu'on voit les cheveux, des traces de cheveux sanglants. Et le second message est écrit quasiment au ras du sol et démontre qu'entre les deux, il y a une perte des fonctions vitales évidente qui correspond exactement à l'analyse faite par le médecin légiste. Le suspect est en prison. L'enquête semble bouclée. Mais les journalistes se posent des questions. Omar Haddad est-il vraiment allé à la villa le jour du meurtre ? Personne n'a vu le jardinier emprunter le chemin qui y mène. Comment Ghislaine Marchal, affaiblie par toutes ses blessures, a-t-elle réussi à bloquer la porte de l'intérieur en manipulant un lit pliant de 12 kilos ? Et puis ces lettres, si nettement alignées. Comment est-ce possible quand on sait que la cave était plongée dans le noir à l'arrivée des gendarmes ? Les journalistes enquêtent et réalisent qu'une partie de l'entourage de la victime n'a pas été interrogée et que l'arme du crime n'a pas été retrouvée. Ce journaliste niçois a été l'un des tout premiers à couvrir l'affaire. Les gendarmes n'ont relevé aucune empreinte digitale dans la chaufferie sous les lieux du meurtre, notamment sur le chevron en bois qui a servi à assommer Mme Marchal. Donc le meurtrier a forcément saisi dans ses mains, ça c'est obligatoire. La deuxième chose, il a tondu l'herbe, le gazon, il a fait des travaux de jardinage chez Mme Pascal pendant toute la matinée, donc avant le meurtre supposé. Or, dans la chaufferie, on n'a retrouvé aucun brin d'herbe. Donc c'est pas possible. Il aurait fallu qu'il nettoie ses chaussures, qu'il nettoie aussi le parterre, tout ça. Ce qui accrédite l'idée qu'il n'a pas pu faire ça en 46 minutes, quoi. Voilà. Tout ça, ce sont des incohérences qui n'ont pas été réglées. Il n'y a pas de brin d'herbe parce que les semelles du jardinier sont lisses, répondent les gendarmes. On y retrouvera quand même des poussières, semblables à celles de la cave. Les vêtements qu'Omar Haddad portait ce jour-là sont analysés. Ils n'ont pas été lavés, aucune trace de sang n'est relevée. Le procès a lieu à Nice, en 1994. Lorsqu'Omar Haddad rentre dans l'arène, tous les regards sont braqués sur lui. Il paraît un peu absent et parle par l'intermédiaire d'un interprète. C'est Jacques Vergès qui le défend. Dans un dossier pareil où il manque tant d'éléments, on ne peut pas avoir une affirmation très claire. On détruit des pièces à conviction, on détruit des photos, on détruit le cadavre, on relève les empreintes et on les fait mal. Et tout ça, c'est dirigé par un major de la gendarmerie. C'est-à-dire qu'on est parti au départ, comme dans beaucoup d'erreurs judiciaires, il y a un coupable. Et tout est orienté dans ce sens. Le corps de la victime a été incinéré quelques jours après le meurtre. Et une pellicule photo retrouvée chez elle a été détruite.
On examine les pièces à conviction, le lit pliant, le chevron de bois et le tube métallique qui ont servi à bloquer la porte. Jacques Vergès conteste les écritures. Pour la défense, ce n'est pas la victime qui a écrit, c'est une mise en scène. Le dernier jour, les portes sont présentées à l'Assemblée et elles font une très forte impression. Le sulfureux avocat surprend. Contrairement à son habitude, il semble peu combatif. Je me disais, si je fais des incidents au cours du procès, les jurés vont penser que j'ai peur du fond et que je m'énerve. Le président a eu quelques réflexions, pour le moins maladroites, qui suintaient le racisme. Je me disais, si je fais un incident maintenant, ça ne changera pas le cours du procès, au contraire. Ça va braquer le président. Et c'est un argument que je ne pourrais pas utiliser ensuite. Pour vous, le racisme a joué un rôle dans ce procès ? Très peu. C'est le parti pris des magistrats qui a joué le rôle capital. Omar, comment ça va? Comment ça va, Omar? Comment est-ce que ça va? Innocent, innocent, c'est le premier mot en français que prononce depuis le début de son procès Omar Haddad. C'est aussi la thèse qu'a soutenue durant plus de 2 heures son avocat, Maître Vergès. C'est le dernier jour du procès. La famille de la victime, qui compte des magistrats influents, a choisi un avocat renommé, le vice-président de la Ligue des droits de l'homme, Maître Leclerc. Omar Haddad est jugé coupable, 18 ans, avec des circonstances atténuantes. Le fils de Madame Marshall était porteur de l'inscription que sa mère avait laissée, du message qu'elle portait. La justice a été rendue. Dès la lecture du verdict, ce ne fut qu'un cri, celui de l'épouse de l'accusé. Syncope, malaise, évacuation. À l'intérieur du palais, les 12 jurés ont dit coupable. À l'extérieur, la foule n'a qu'un mot, innocent. Face à ce verdict, l'avocat harangue la foule dans la salle des pas perdus et annonce un nouveau combat. Cette décision, nous allons la déférer devant la Cour de cassation, ce qui est notre droit, ce qui est conforme à la procédure, mais également devant le peuple français. Quand je sors, je pourrais, avocat gérant un cabinet au mieux, dire « Ouf, on a pu obtenir la circonstance atténuante, mais le dossier ne tient pas ». Mais ce n'est pas ma stratégie, ce n'est pas mon comportement. Ça m'indignait. Et j'ai voulu réveiller l'opinion à ce sujet. Il y a 100 ans, on condamnait un jeune officier qui avait le tort d'être juif. Aujourd'hui, on condamne un jardinier parce qu'il a le tort d'être maghrébin. Et donc l'affaire est partie. Jacques Vergès a avancé son premier pion. Et il ne cessera d'enfoncer le clou de l'erreur judiciaire. Il viendra plaider l'innocence de son client en direct, devant des millions de Français. Nous allons parler justice et je reçois l'avocat du diable, Jacques Vergès. Donc vous publiez chez Michel Lafon un livre qui s'appelle Omar m'a tué, histoire d'un crime. Ça veut dire quoi, Omar m'a tué? C'est vous qui avez été tué par Omar? C'est personne. Ouais. La phrase est ridicule, elle est tragique, elle ne concerne pas Omar, et c'est pour ça que je l'ai prise. Ouais. Dans sa croisade médiatique, il trouve un allié de poids. C'est qu'en réalité, non seulement il y a eu manipulation, mais il y a eu construction d'un coupable. À l'époque, Jean-Marie Roire est écrivain et directeur du Figaro littéraire. Après une enquête de quelques jours, il prend fait et cause pour Omar Haddad, sur les traces d'un Émile Zola dans J'accuse. Qui a eu raison? La justice ou Zola? C'est l'écrivain dont on dit que les écrivains sont des gens légers et pas très sérieux. En l'occurrence, c'est lui qui a eu raison. Et maintenant, qui est en Panthéon? C'est Zola, ce ne sont pas les juges qui ont condamné Dreyfus. Et qu'est-ce que vous faites de ces 2 inscriptions qui ont été retrouvées dans la cave? Ah non, je veux dire, les inscriptions, non seulement ne me convainquent pas de la culpabilité de Omar Haddad, au contraire, ces inscriptions seraient plutôt là pour me montrer la machination envers Omar Haddad. Psychologiquement, c'est impossible qu'une femme, dans l'état où elle est, dans l'état de dégradation physique, puisse
former des phrases et le faire à 2 reprises, tout ça en se traînant à travers la cave, tout ça n'est pas plausible. Ça ne tient pas debout. Ces phrases, loin d'accuser Omar, au contraire, elles montrent bien qu'il y a eu la volonté de quelqu'un de l'accuser. Une machination, mais alors, qui a tué Madame Marchal ? L'affaire passionne l'opinion publique. C'est un vrai polar, avec des rebondissements qui tiennent tout le monde en haleine. La presse révèle qu'il existe dans le voisinage de la victime un 2e Omar qui serait le vrai coupable. Un étudiant qui n'était pas sur place au moment des faits et qui n'a rien à voir avec l'histoire. Une voisine de la victime raconte qu'elle a vu une camionnette et une arme ensanglantée le jour du meurtre. Et je décris le tournevis et le contenu du sac en plastique. C'était en fait la voiture et les outils d'un voisin. Voici une des dernières pistes en date, annoncée en direct. C'est un témoin qui dit pas du tout. En fait, Madame Marchal faisait partie de l'ordre du Temple solaire, de la secte, et en fait, elle voulait en sortir, et c'est pour ça qu'elle a été assassinée, donc par l'ordre du Temple solaire. Toutes ces pistes ne mèneront à rien. En détention, l'accusé fait une tentative de suicide. Son sort émeut son pays d'origine, le Maroc. Après une visite du roi Hassan II en France, Jacques Chirac lui accorde une grâce partielle en 1996. 2 ans plus tard, il est libéré, mais pas innocenté. Aux yeux de la justice, Omar Haddad reste coupable. Parce qu'aujourd'hui, je suis libre, c'est vrai, mais dans ma tête, je suis toujours à prison. Parce que moi, aujourd'hui, je ne peux pas vivre comme ça. Il y a des tonnes pour mon dos. J'arrive pas à marcher, j'arrive pas à manger, j'arrive pas à dormir. C'est quelque chose qui m'a fait mal, très très mal. Dans ma tête, je suis toujours derrière les barreaux parce que j'ai des... Voilà, c'est toujours moi, c'est ça. Vous êtes toujours désigné comme le coupable. Voilà, mais en vérité, je ne suis pas coupable. C'est ça la question que je pose aujourd'hui. Omar Haddad veut être réhabilité. Il saisit la cour de révision. Pour cela, il faut des éléments nouveaux. Des ADN ont été décelés sur les portes de la cave. Et de nouvelles expertises graphologiques estiment qu'il n'est pas certain que ce soit la victime qui ait écrit les inscriptions. Mais la demande est rejetée. Roger Marc Moreau est détective privé. Depuis 15 ans, à la demande de la défense, il cherche des pistes. Pour lui, les portes qui désignent Omar sont la clé du mystère. On va découvrir que figurent dans ces inscriptions des ADN masculins. Dans un premier temps, on va dire que c'est l'ADN d'Omar Haddad. Mais lorsque Omar Haddad va se soumettre aux expertises, on va savoir que ce n'est pas le sien. Donc c'est forcément l'ADN, ou vraisemblablement l'ADN du meurtrier. Eh bien, on ne fera aucune comparaison, même pas avec les personnes qui ont été désignées dans la requête en révision. Et aujourd'hui, nous nous battons simplement pour que ces ADN découverts sur cette scène de crime en 3 endroits différents fassent l'objet d'une inscription au FNAG, au fichier automatisé des empreintes génétiques. Pendant le procès, les portes ont été exhibées, peut-être polluées par les traces génétiques, salive ou autres, de ceux qui les ont approchées. Mais ça peut être des ADN de contamination ? Non, ça ne peut pas être des ADN de contamination pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est mélangé, disent bien les experts, au sang de Madame Marchal, premièrement. Deuxièmement, je vous dirais que chaque fois que l'on voit un crime, à chaque fois, ça peut être un ADN de contamination. Or, dans aucune affaire criminelle, à part l'affaire Omar Haddad, on a exclu les ADN ou les empreintes digitales découvertes en disant, comme ça peut être un ADN ou une empreinte digitale de contamination, on ne va pas les comparer. C'est une exception. Mais à chaque fois, il pouvait y avoir un gendarme qui a éternué. À chaque fois. Pourquoi que dans l'affaire Omar Haddad ? Expliquez-moi. Omar Haddad a changé d'avocat. Dernièrement, la chancellerie a accepté de comparer les ADN retrouvés sur les portes aux fichiers recensant les délinquants connus des services de police. Omar Haddad espère que les analyses livreront d'autres pistes. Aujourd'hui, il a cessé de travailler et se consacre entièrement à son affaire. Au
fil des années, c'est devenu une obsession, celle d'effacer sa culpabilité.